Bonjour à tous et à toutes. Alors, de peur d'oublier de le faire à la fin, je commence tout de suite par remercier Yves Coppens et Michel Brunet de m'avoir invité à participer à ce colloque auquel je vais apporter ma petite pierre. Excusez-moi, je ne pouvais pas éviter de la faire, celle-là. Comment? Oui. Et également toute l'équipe du WITAP, du Western Archaeological Project, ils sont pas, je ne peux pas les nommer tous, mais il y en a une représentante seulement ici avec moi, c'est Sandrine Pratt qui est avec nous dans la salle. Mais bien sûr, Sonia n'a pas pu venir aujourd'hui, mais elle est de tout cœur avec nous et elle vous remercie également. Voilà. Alors, je ne peux pas commencer cette communication sans évoquer la mémoire de Jacques Tixier, qui nous a quittés il y a très peu de temps, et qui fut mon maître, si je puis dire, et qui fut surtout un maître en archéologie préhistorique, en cailloux taillés. Jacques Tixier est un préhistorien qui avait une connaissance de la pierre taillée phénoménale, bien sûr, c'était un remarquable pédagogue aussi, excessivement généreux dans la transmission, et je dirais qu'il était tout à fait dénué de, comment dirais-je, de machisme mandarinal, ce qui fait que c'est avec lui, enfin c'est lui et c'est nous avec lui, ses élèves, qui avons créé à la fin des années 70 le laboratoire de préhistoire et technologie qui existe toujours. C'est aussi avec lui que nous avons publié un ouvrage, un manuel de préhistoire de la pierre taillée qui a été publié, qui a été traduit en une demi-douzaine de langues et publié, vendu de par le monde en milliers d'exemplaires. Vous avez là quelques exemples de traduction. Je ne fais pas de la publicité, maintenant il est gratuit en ligne, donc il n'y a pas de problème. Et c'est aussi avec lui que nous avons, enfin, qu'il a mis au point une méthode d'analyse des pierres taillées, et dont je vais vous présenter quelques fragments très rapidement. Alors, cette méthode est fondée sur un certain nombre de paramètres, enfin de pistes, je dirais, qui se complètent, qui ne sont pas toutes possibles de réaliser, bien évidemment, mais elle s'appuie essentiellement sur ce qu'on appelait la lecture technologique du matériel archéologique des pierres elles-mêmes, c'est-à-dire d'essayer de reconstituer tous les gestes qui ont permis la réalisation de l'objet que vous êtes en train d'étudier. Ce qui fait appel, bien sûr, à ce que les hommes avaient dans la tête, dans l'esprit, et le transmettaient à leurs mains. C'est un monde, la lecture technologique, c'est un monde en soi, je ne vais pas entrer dans le détail là. Ensuite, bien sûr, ceci est accouplé avec l'expérimentation. Quand on a un problème qu'on ne comprend pas, quelque chose qu'on ne comprend pas, ou alors pour au contraire affirmer mieux affirmer ce qu'on comprend. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est absolument indispensable à faire et qui est pratiquement toujours possible de faire. Ce qui est en vert, c'est pas toujours possible de le faire. Faire des raccords, des remontages de pierres, on en verra quelques exemples dans un site. Ça nous apprend beaucoup sur la façon dont les objets ont été taillés. Mais ce n'est pas toujours possible, il faut que le contexte s'y prête, que l'ensemble lithique s'y prête lui-même, et ce n'est pas toujours aisé de faire des remontages. Et la tracéologie, c'est ce qui nous permet de savoir, ce qui nous permettrait idéalement de savoir à quoi ont servi les objets et sur quelle matière d'œuvre ils ont travaillé et comment ils ont travaillé, mais là non plus, dans nos très anciennes industries, c'est très difficile. Non pas que ce soit... c'est difficile plus exactement parce que les matières premières ne retiennent pas les traces, ni dans la matière d'œuvre travaillée, ni sur les gestes techniques qui ont présidé au travail. Recherche sur les matières premières, ça c'est tout à fait faisable dans l'environnement des sites que l'on a fouillés, bien sûr. Et puis, moi, il a fallu que j'adapte cette méthode à mon domaine d'études, c'est-à-dire le domaine
non hors sapiens, pas plus qu'on ne peut, comment dirais-je, coller les données de l'ethnographie sur le domaine de sapiens, pas plus on peut nous-mêmes utiliser sec, sans filtre, les données de la primatologie et de l'éthologie, mais c'est quand même une grande aide, c'est une aide monumentale pour notre domaine d'études. C'est-à-dire qu'on n'a pas de référent vivant, n'est-ce pas, quand on travaille sur le domaine non sapiens. Donc, il faut être imaginatif et inventif. Donc, la primatologie et l'éthologie nous aident beaucoup, peut nous apporter de l'aide. Et bien sûr, la psychologie cognitive, la liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. Alors, on va revenir maintenant au vif du sujet. Les zones de recherche pour l'archéologie, les données archéologiques anciennes, j'entends. En fait, pour l'instant, elles se limitent à deux. L'Afar en Éthiopie. Je ne sais pas s'il y a eu des communications sur, je ne crois pas, non. Et le bassin du Dr Tana, dont vous avez déjà beaucoup entendu parler et auquel je vais rajouter quelques petites pierres, justement. Ça, c'est les zones de recherche connues actuellement. Il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, ce sont les seules deux zones où on peut trouver des industries vraiment très anciennes, 2 millions d'années et au-delà. Et c'est ce dont je vais vous parler essentiellement cet après-midi. Alors, après la géographie, un petit peu d'histoire. 1934, c'est la première définition d'Oldogoyen par Louis Leakey, sans le nommer d'ailleurs, il ne parle pas d'Oldogoyen à ce moment-là, il décrit simplement les premières industries, les premiers ensembles lithiques qu'il a trouvés à Olduvai, à la base du bed 1 d'Olduvai. Donc voilà, ça nous ramène 80 ans en arrière, là aussi. Alors, à ce moment-là, je dirais qu'il y avait peu de chercheurs ou peu de gens enclins à croire ou à accepter qu'il pouvait exister des industries avec une telle ancienneté en Afrique comme on avait en Europe avec le chéléen qui précédait l'acholéen, etc. C'était pratiquement inaudible à ce moment-là, au début des années 30, je veux dire. Mais alors ensuite, il y a un grand gap, je dirais, entre 34 et 61, mais il s'est passé pas mal de choses. D'abord dans la vie privée de Leakey, ensuite il y a eu la guerre, bien sûr. Donc les travaux ont repris dans les années 50 à Olduvai. Et en 1961, il publie la date les premières dates fiables sont publiées à 1,8 million pour la base du bed 1 d'Olduvai. Et à ce moment-là, disons que l'acceptation devient beaucoup plus générale. Et 10 années après, alors Marie Leakey va fouiller un certain nombre de sites, bien sûr, et elle publiera en 1971 les résultats de ses travaux, donc les sites les plus anciens, du bed 1 et bed 2, ce qui fait entre un peu plus d'1,8 million et 1,7 million, toute une série de sites. À peu près à la même époque, alors Jean Renaud l'a évoqué tout à l'heure, dans les années 70, sont publiés très discrètement, je dirais, mais vraiment très discrètement, dans une petite note dans le bulletin de la Société préhistorique française, les outils trouvés dans l'Omo, dans la vallée de l'Omo, à 2,4, qui sont datés à 2,4, entre 2,4 et 2,3. Bon, ça, je ne dirais pas que ça passe inaperçu, mais presque, curieusement. Là, on est toujours dans les années 70, donc en fait, si vous voulez, dans les années 70, il faut bien vous rendre compte qu'à ce moment-là, Olduvai était accepté 1,8 million. On avait déjà fait un grand chemin dans l'acceptation des dates très anciennes. Au milieu des années 70, dans la formation de Hadar dans l'Afar éthiopien, au cours d'une expédition tout aussi internationale que celle de l'Omo et tout autant co-dirigée par M. Yves Coppens, qui a eu la bonne idée de m'y inviter, j'ai trouvé quelques objets taillés. Alors le contexte n'était pas épatant, mais la date était bonne.
Et donc, c'était les premiers objets à 2,6 millions que j'ai publiés, tout aussi discrètement d'ailleurs que le Fürst de Lomo, avec mon collègue Jean-Jacques Tiercelin, en 1977. Et puis, alors là, ce qui a interrompu le processus, je dirais, c'est la situation en Éthiopie, guerre civile, révolution, pardon, etc. Donc, je n'ai pas pu retourner, nous n'avons pas pu retourner, continuer à travailler en Éthiopie. Les travaux ont repris par la suite, et c'est mon collègue Sileshi Semao, un Éthiopien, qui a repris le travail et qui a publié, en faisant la couverture de Nature, des industries à 2,6 millions. Et là, elles ont eu vraiment l'écho que ça méritait. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a été on a été si modeste, je dirais. Je crois qu'en fait, personne n'était prêt. Pourtant, si vous prenez l'Homo, ça faisait 500 000 ans, un bond de 500 000 ans en arrière. Si vous prenez Hadar, ça faisait un bond de 800 900 000 ans en arrière par rapport à la date d'Olduvai. C'était quand même considérable comme pas de côté, plutôt pas arrière, pour l'âge de ces industries. Je crois que personne n'était prêt, y compris les découvreurs d'ailleurs, nous-mêmes, à accepter ça. Et en dépit de... Il y avait un autre problème qui venait se greffer, c'est l'histoire de qui pouvait bien avoir fait ces industries. Enfin voilà, tout ça a été très compliqué. Et dans les années 2000, ce n'était pas une histoire de plus vieux qui a été publiée, c'est là on retrouve des industries dans le bassin du lac de Turkana, dont je vais vous parler un peu plus longuement tout à l'heure. Là, on est toujours dans l'histoire de la préhistoire. Mais dans les années 2000, nous avons trouvé et publié un petit site, qui provient de la formation de Netchukui, toujours dans le bassin du lac Turkana, 2,3 millions, entre 2,3 millions et 2,4 millions. Mais dans lequel on a pu faire, c'est un petit ensemble lithique de 2000 et quelques pièces, et pour lesquels on a pu faire un grand nombre de remontages, et qui nous a considérablement appris sur la façon dont ces objets étaient taillés, bien sûr. Et ce qu'on en a retiré avant tout, c'est que une production importante d'éclats pouvait être faite à partir d'un même bloc, bien sûr. Et donc, l'Olduvai n'était pas cette industrie fruste, statique, que l'on pensait jusqu'à présent. Donc là, on n'est plus pas dans le plus vieux, puisque de 1934, on savait déjà qu'on avait des industries à 2,3 et même plus âgées, plus vieilles que ça, mais on découvrait là, en fait, des habiletés bien supérieures à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. On en était à peu près là, donc dans les années 2000, quand on a trouvé quand le Lomé-Quyen est apparu. Mais avant ça, on avait une première alerte, si je puis dire, avec des preuves indirectes de peut-être quelque chose qui se serait situé autour de entre 3,3 et 3,4 millions d'années. Et c'est McFerron et collègues qui ont publié en 2010 des os qui portaient des stries de découpe, ou du moins des stries interprétées comme des stries de découpe faites par des outils coupants. Le problème, c'est que ce matériel provenait de surface, il n'était pas dans un très bon contexte, d'une part, et d'autre part, surtout, ces traces ont été très contestées. Elles le sont toujours, d'ailleurs, pour autant que je sache. D'aucuns y voient des traces de dents de crocodile. Je n'ai pas vraiment d'opinion moi-même sur la question, je ne sais pas. En tout cas, ça a été, je dirais, autour des années 2010, début des années 2010, une petite alerte. Ce qui nous a incité, bien sûr, à essayer de trouver autre chose que des preuves indirectes et des preuves plus directes d'industries plus anciennes. Et c'est ce qui s'est passé avec la découverte de l'Omécré 3, que je vais vous raconter maintenant. Alors, on s'y trouve donc dans le bassin du lac Turkana. Je vais passer très vite puisque Jean Renaud vous a bien décrit ce dont il s'agissait. Nous, notre champ de recherche, donc, c'est où? C'est quoi? Je sais pas. J'ai beau appuyer sur tous les boutons, ça ne marche pas.
Bon. La formation de Natchukui à l'ouest. Je ne sais pas comment ça marche, ça, Yves. Ce que Jean Renaud n'a peut-être pas évoqué, c'est le... Enfin, il a bien montré, bien sûr, qu'il y avait chaque formation est divisée en membres, et chaque membre se différencie du second par rapport à un niveau de cendres volcaniques. Mais ce qui est remarquable, c'est que ces cendres volcaniques, on les retrouve tout autour du lac, dans tout le bassin du lac Turkana. Donc, ce qui donne à cet ensemble extraordinaire de formations la possibilité des corrélations, un cadre général et des corrélations tout à fait intéressantes. Alors, de même que dans la formation de Chungura, on a dans la formation de Natchukui une séquence qui va de 4 millions à 700 000 à peu près, continue. Ce qu'il n'y a pas à Kubifora. À Kubifora, il y a des endroits où on a des manques, des gaps de sédimentation, tandis que dans la formation de Natchukui, c'est tout à fait complet aussi. Alors, peut-être que les collectes de fossiles est peut-être un peu moins importante, mais en tout cas, pour ce qui est de l'archéologie, non seulement on a une séquence continue, mais on a des sites, je ne dis pas en continu, mais on n'a pas énormément de sites partout, mais on a à partir de 3,3 millions d'AD, on a des sites à peu près tout le long de la séquence. Ce qui nous permet quand même de suivre l'évolution de la pierre taillée pendant près de 2 millions d'années, ce qui est assez remarquable. Alors, la découverte de l'Omeku et du Lomekuyen s'est faite dans le cadre du West Turkana Archaeological Project, que dirige maintenant Sonia Armand et que j'ai dirigé jusqu'en 2011. Et voilà où on en était en 2011, avec vous voyez, des complexes de sites qui représentaient l'Olduvai ancien, l'Olduvai et l'Acheléen ancien et l'Acheléen. En 2011, Sonia a eu une bourse qui lui a permis, et c'est pour ça qu'elle l'avait demandé d'ailleurs, d'aller explorer une zone dans laquelle on n'avait pas été, très peu explorée, au sud de tous les sites qu'on avait découverts jusqu'à présent. Et il y avait plusieurs raisons pour ça, parce que c'était là qu'il y avait les sédiments les plus anciens. La formation de Natchukui, elle a un léger pendage, pas aussi fort que les couches de Lomo, mais quand même, et ce qui fait que comment dirais-je, les affleurements les plus anciens se trouvent vers le sud, et plus on monte vers le nord, donc tout ce qui est rosé sont les affleurements les plus anciens, et plus on monte vers le nord, plus les affleurements sont récents, sont moins anciens, dirons, moins vieux. C'est pour ça que vous avez l'Acheléen au nord, l'Olduvai ancien et l'Olduvai normal, je dirais, classique, et l'Acheléen ancien au milieu, et l'Olduvai ancien au sud. Et elle voulait d'autant plus aller dans cette région-là que quelques années auparavant, c'est là que, dans la rivière Lomekwi, que Miv Liki et ses collègues avaient trouvé et publié donc le Kenyanthropus platyops, le fossile dont vous avez déjà entendu parler à plusieurs reprises au cours de cet après-midi. Donc, c'était le début de la prospection, tout ça a été fait, bien sûr, avec des images satellites, etc. Et voilà, je crois que c'est le jour de la découverte du site. Comme toujours, ce genre de choses arrive un peu par hasard. Je crois qu'il s'était un petit peu perdu ce jour-là. Enfin, pas perdu, mais sorti de la carte où ils avaient décidé qu'ils devaient aller. Ouais. Ça a bien fait les choses, puisque notre ami Samy, notre chasseur de cailloux, et non pas de fossiles, mais c'est lui qui a repéré les premiers cailloux, gros cailloux taillés, que vous voyez, qui jonchent, qui sont au pied de toutes ces grosses choses que vous voyez, la plupart sont taillées. Alors bien sûr, au début, pas le processus, je dirais, normal de repérage de qu'est-ce qu'il y a en surface, etc. J'ai mis une petite étoile sur ce éclat, vous verrez pourquoi plus tard, à retenir. Et puis le premier sondage, dans la foulée, tout petit sondage, on avait très peu de temps, et le premier nucléus en place. Dans l'image du haut, il sort à peine du sol, et dans l'image du bas, il est tout à fait dégagé.
Voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire en 2011. 2012, on est retourné bien sûr sur le site, sur le terrain. On a continué la fouille, des choses ont continué à sortir. Vous voyez tout à fait en haut, vous avez des grosses pièces qu'on pense que ce sont des enclumes. 2013, il n'y a pas eu de fouilles. 2014, on a continué avec de nouvelles découvertes. Alors le problème, c'est que on est au pied d'une colline de sédiments pliocènes, dont une grande partie, toute la partie supérieure est stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans, mais il faut quand même l'enlever. Si on veut atteindre la couche archéologique, il faut l'enlever. Et c'est des sédiments pliocènes bétonnés, je veux dire, ils sont tellement indurés que c'est comme du béton. C'est terriblement dur, donc ça avance très lentement. Ce n'est pas facile à fouiller, ce qui nous arrive souvent d'ailleurs au Turkana. Et voilà, à fin 2015, comment était la fouille. Vous voyez que la colline a été considérablement réduite. Vous avez des os, on a de l'os, pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu, et d'autres cailloux taillés, la pierre taillée, voilà. Bon, mais je reviens en arrière, car ça, c'est la situation de la fouille à la fin de 2012, et tout ce dont je vais vous parler maintenant, c'est décrit le matériel qui est sorti de la fouille jusqu'en 2012. Ce qui est sorti en 2014, 15, 16 et cette année est en cours d'étude et n'est pas encore publié. Donc moi, je me fonde là uniquement sur la publication qui est sortie en 2015. Il nous a fallu 3 ans pour tout rassembler, je veux dire, toutes les données, pour les dates, etc. D'ailleurs, je crois que j'ai... Voilà. La géologie, la géochronologie... ce fut un travail long et nécessaire, bien sûr, avant une publication comme ça. Là, je vous ai mis aussi... il y a eu aussi des études paléo-environnementales faites sur les isotopes. Alors, je pense que... je sais pas, les images qui sont là ne reproduisent peut-être pas forcément exactement mais c'est aussi un paysage un peu en mosaïque avec de la savane herbacée, des buissons et des arbres. Il y a quand même une bonne majorité d'arbres. Alors, voilà le matériel une partie, je vais vous montrer quelques images de ce qu'on a trouvé dans le site de Lomekwi. Ce qui frappe tout d'abord dans ce site, enfin dans ce matériel, c'est la taille, la dimension des objets. Ils sont beaucoup plus volumineux que tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Et ça, c'est sans doute allié à relier avec ce qu'on a pu observer comme technique de taille. Ou plus précisément, ou l'inverse, où les techniques de taille sont à relier avec la forme, enfin, et surtout le volume représenté par les nucléus, par les pierres qui ont été taillées. Alors, vous voyez, dimension moyenne, ce qui ne veut pas dire... Enfin, quand même, oui, 16,5, 15 cm et 10 cm. C'est 2 fois plus volumineux, à peu près, je dirais, que ce qu'on a dans le Oldowéen classique. Alors, par l'analyse technologique et très vite sur le terrain, on a pu comprendre à peu près comment les choses s'étaient passées, comment ces objets avaient été taillés, et on a identifié 2 techniques certaines et une avec un point d'interrogation. Les 2 certaines, c'est la technique, ce qu'on appelle bipolaire sur enclume, c'est-à-dire qu'on prend le bloc à tailler, on le pose sur une enclume et on le percute avec le percuteur que l'on tient dans l'autre main que celui qui tient le bloc à tailler. Et ce qu'on appelle la percussion dormante, c'est on tient le bloc à 2 mains et on le percute sur un percuteur, enfin une pièce, une pierre. C'est pas, on ne dit pas enclume parce que c'est pas vraiment une enclume, mais sur une pierre statique, lourde, passive. Voilà. Alors il y a une troisième possibilité qui est la percussion à main, ce qu'on appelle la percussion à main libre, la percussion lancée à main libre, qui simplement vous tenez l'objet à tailler dans une main et vous la percutez avec l'autre main. Ce qui n'est absolument pas possible à faire avec des dimensions et du poids que représentaient les blocs que je vous ai montrés, les blocs taillés que je vous ai montrés.
Donc, en technique de débitage, on s'en tient pour l'instant essentiellement à ce qu'on a pu identifier. Bien sûr, on peut pas toujours vraiment complètement être sûr de nous pour un certain nombre de blocs, mais enfin, sur à peu près 80% des blocs, on sait que 42% d'entre eux ont été faits sur percuteur dormant et 37% d'entre eux ont été faits sur enclume. Et en même temps, après avoir, on a, comment dirais-je, on a couplé très vite la lecture technologique et les expérimentations. Donc on a reproduit on a reproduit les objets en tenant compte de beaucoup de paramètres, mais que je ne vais pas développer ici, bien sûr, pour assurer notre diagnostic initial sur les techniques mises en œuvre. À côté de ces gros blocs, on avait des éclats, également d'assez grande dimension, et ce qu'on a appelé, ce qu'on a identifié comme étant donc des enclumes, c'est-à-dire des pièces très volumineuses de 5 à 15 kilos, et des percuteurs d'un poids moyen. Alors, voilà pour comment se présente le Lomé Quia. Là, je vous ai mis un objet un peu particulier. Je vous ai dit qu'il y avait, je vous avais signalé un éclat trouvé en surface par une petite flèche, non, par une petite étoile, un nucléus exhumé à la fouille de même. Et en fait, ces deux objets raccordent. L'éclat se raccorde sur le nucléus. L'un trouvé donc à la fouille, le nucléus, et l'autre trouvé en surface. Donc vous avez là le premier montage connu actuellement, qui a donc 3,3 millions d'années. Voilà. Et je crois que je m'arrête là. Oui. Pour lancer la discussion, si toutefois il doit y en avoir une, j'avais mis cette petite citation de François Sigaud. L'action outillée est-elle véritablement le propre de l'espèce humaine? Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Hélène, merci beaucoup. C'est très, très beau, très impressionnant, très démonstratif. On a tout. On a le truc pour frapper, on a le truc pour recevoir. Oui, absolument. Et on a le résultat. Donc, quoi demander de mieux?